Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier update lecture du mois de juin. Oui, vous avez très bien entendu, je parle de mois de juin en plein mois d'août, mais je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur le retard considérable que j'ai pris sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 de mes dernières lectures qui sont donc des sorties de fin juin 2015. Je vais tout d'abord vous parler de 2 shoujo, puis de 3 shonen et enfin d'un seinen. Tout d'abord, je vais vous parler du tome 7 de Bienvenue au club de Niki Asada, publié chez les éditions Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus. Le tome 8 est prévu pour le 10 septembre et le tome 9 pour le 12 novembre. Bienvenue au club, je vous en parle depuis que le tome 1 est sorti, même si j'avais hésité à me lancer dans la série du fait qu'elle était toujours en cours. Ce qui m'a de suite plu dans cette série, c'est son côté très frais, très rafraîchissant. Alors je sais que frais ne veut strictement rien dire, c'est le terme bateau qu'on utilise pour tout et n'importe quoi, c'est un petit peu le terme à la mode, mais c'est vraiment ce que je ressens depuis le départ avec ce shoujo. C'est un shoujo, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est humour, tranche de vie, enfin de la comédie tranche de vie. Il y a juste ce qu'il faut d'amour pour pas que ce soit trop lourd. Il y a beaucoup de personnages et les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Donc dans ce tome 7, on va se concentrer sur le personnage de Seri que vous voyez ici, qui est un petit peu le personnage qu'on n'appréciait pas trop, je pense, surtout dans le dernier tome où en fait il se promettait de foutre le bordel dans la vie de Nima, de ruiner soit l'une de ses amitiés, soit carrément son amour. Donc je vous laisse un peu découvrir en quoi ce personnage comptait lui rendre la vie pas possible, mais on va en apprendre un peu plus sur lui à travers des flashbacks, comprendre pourquoi il est aussi manipulateur, menteur et finalement aussi méchant. Il a un passé qui n'est pas évident et finalement à la fin de ce tome on comprend un peu plus le personnage et on en viendrait presque, je dirais, à l'apprécier. Ce qui passe ou qui casse complètement avec ce shoujo, ce sont bien évidemment ces dessins qui sont très particuliers. Je sais que pas mal d'entre vous m'avaient dit qu'ils avaient du mal avec les dessins de Niki Asada. Personnellement, j'apprécie beaucoup le chara-design de l'auteur. Après, c'est clairement pas le shoujo qui révolutionne le genre, c'est du shoujo tranche de vie avec la bande de copains que vous avez peut-être déjà vu, mais c'est vraiment très drôle, c'est vraiment le shoujo pas prise de tête du tout et à la fois qu'on prend plaisir à suivre. J'en viens à présent à vous parler d'un shoujo beaucoup plus niais et mièvre, puisque je vais vous parler du tome 2 de Marine Blue de Ayazawa, publié chez l'édition Delcourt. Donc la série est terminée en 4 tomes, le tome 3 est prévu pour le 19 août et le tome 4 pour le 21 octobre. Alors Marine Blue, ce qui m'a de suite plu dans ce shoujo, ce sont ses couvertures qui font vraiment très été. Voilà, c'est vraiment le shoujo qui tombe à point nommé, qui tombe à la bonne saison. Je ne me rappelle plus des couvertures des 2 derniers tomes, mais il me semble que c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc il faut savoir que même si c'est de la même auteure que Nana, c'est une œuvre qui est beaucoup plus ancienne que Nana, puisque ce shoujo date des années 80, de 89 si je ne dis pas de bêtises. Donc le chara-design, ça s'en ressent fatalement, c'est un shoujo qui vous semblera un petit peu vintage, et je sais que certains vont avoir du mal avec le chara-design de cette époque-là. Voilà, si vous avez lu Nana, ça n'a strictement aucun rapport au niveau des dessins. Alors après, vous parlez de ce tome 2. Déjà, je resitue un petit peu Marine Blue, puisque je vous en ai parlé, je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, ça fait un petit moment maintenant. En fait, on va suivre plus ou moins un triangle amoureux. C'est-à-dire que cette jeune fille est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Tolu, mais qu'elle n'avait... Voilà, en gros, le mec, il est parti du jour au lendemain aux États-Unis sans donner de nouvelles. Et là, il revient en fait dans leur ville, je ne sais absolument plus où ça se passe. Bon, ça se passe au Japon de toute manière. Et bien évidemment, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi amoureuse de lui, et lui, il est plus ou moins amoureux d'elle, même si, voilà, pour l'instant, il se passe pas grand chose entre les deux. Mais pour compliquer le tout, puisque je parle de triangle amoureux, il y a un troisième personnage qui est en fait le cousin de cette jeune fille qui s'appelle Haruka, je vais arrêter de dire cette jeune fille, et son cousin est éperdument amoureux d'elle, sauf que elle l'apprécie beaucoup, c'est un petit peu comme son meilleur ami, comme son frère, elle est tout le temps collée à lui, mais elle ne se voit pas avoir une relation avec son cousin, du coup c'est un petit peu la relation impossible. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne choisit pas entre les 2 jeunes hommes, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un duel de coqs. Voilà, c'est un petit peu le truc qui devait arriver. Et comme vous vous en doutez en voyant la couverture, le manga se passe à la plage, et particulièrement on va avoir une compétition de surf. Sauf que ça va très mal tourner. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome 2. Je n'en dirai pas plus, mais en gros, il va y avoir un pseudo-drame au milieu du tome 2. Et ce qui est assez bien réussi de la part de l'auteur pour un shoujo qui est tout mièvre, tout mielleux, c'est d'arriver à nous garder en suspense pendant une bonne partie de ce tome 2, à se demander est-ce que le personnage va ou non s'en sortir. Donc c'est quand même un drame assez important qui va se jouer.
Mais bon, je ne dirai pas comment se conclut ce tome. On reste dans un shoujo, voilà. Faut vraiment apprécier le côté très dégoulinant de bons sentiments. Il faut apprécier le genre d'héroïne qu'on a envie de baffer toutes les 3 pages tellement la nana elle a rien compris à la vie, tellement elle n'arrive pas à se décider à faire un choix. Dès qu'elle pense avoir fait un choix, ben non, finalement elle hésite, bon bref, elle se décide pas. Et à la fin de ce tome 2, malgré ce qui s'est passé, malgré le fait qu'elle se dise c'est un signe du destin, c'est pour me dire voilà maintenant tu fais un choix, elle ne fait pas de choix. Voilà, c'est un petit peu le drame est arrivé pour rien. On va dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est un petit shoujo assez sympathique si on aime ce genre-là. Voilà, je le conseille pas si vous êtes hermétique au shoujo où il va vraiment y avoir les étoiles dans les yeux, ce genre de truc. Voilà, c'est complètement ça. Donc si c'est pas votre cam, passez votre chemin, ça ne va absolument pas vous plaire. J'enchaîne avec la partie shonen de cette vidéo et avec le tome 10 de Haikyuu, les As du volet de Haruichi Furudate. C'est publié chez les éditions Kaze. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 17 tomes de parus. C'est une grosse série qui s'annonce. Le tome 11 est prévu pour le 19 août et le tome 12 pour le 14 octobre. Donc Haikyuu, j'ai pas énormément de choses à vous dire à propos de ce tome 10, ça suit son petit bout de chemin, c'est-à-dire les tomes se ressemblent tous un petit peu, on va dire, dans le sens où, comme tout manga, ou comme tout shonen du moins sportif, le schéma est assez répétitif, c'est-à-dire qu'il y a des matchs qui sont gagnés, des matchs qui sont perdus, des moments d'entraînement, des petits, tout petits moments tranches de vie où on va suivre les personnages hors des matchs, mais je trouve que ces moments-là manquent un petit peu, et finalement, ces moments-là où on va se concentrer sur les personnages hors terrain de volley, je dirais, c'est durant les flashbacks. Et dans ce tome 10, on a un gros flashback sur le personnage que vous voyez sur la couverture, qui est, je vais avoir du mal un petit peu parce qu'il y a énormément de personnages, voilà, énormément de personnages dans cette série. Donc là on va suivre le personnage de Tsukishima, et en fait c'est le personnage à lunettes. Donc déjà il y a souvent un personnage à lunettes dans les mangas sport, voilà, il suffit de voir Kuroko Basket, on a également le personnage à lunettes, qui est un petit peu en retrait, qui semble froid, qui n'a pas l'air aussi passionné que les autres par le volley. Et les autres commencent justement à s'interroger pourquoi il n'a pas cette hargne comme eux de gagner, de se battre pour pouvoir remporter la victoire. Et en fait on va donc à travers un flashback comprendre le pourquoi du comment et comprendre que ce personnage il a un passé, là encore, pas très sympathique. J'ai souvent l'impression quand on va vous montrer un flashback dans un manga de manière générale, le flashback a souvent une allure dramatique où c'est pour vous raconter un truc pas drôle à propos du personnage, il n'y a jamais des flashbacks heureux. Enfin, ça me semble super rare les mangas où vous avez un flashback où tout se passe bien, c'est un petit moment, un petit souvenir happy de la life du personnage. Non. C'est souvent, voilà, quelqu'un est mort, quelqu'un est blessé, quelqu'un t'a déçu, t'a trahi, enfin, voilà. Donc, dans ce tome 10, on se concentre beaucoup sur ce personnage, mais pas que. On va également revenir sur notre duo de personnages principaux. Donc là, je vous les montre parce que, bon, au niveau des noms, je m'embrouille un petit peu. Donc c'est un petit peu les personnages qui étaient comme chien et chat au début, qui sont toujours plus ou moins un peu chien et chat, mais qui comprennent qu'ils ont un truc qui fonctionne entre eux au niveau des matchs de volley, ils ont une association qui marche bien, mais qui ne suffit plus à l'heure actuelle. Donc en même temps, s'ils avaient trouvé la technique dès les premiers tomes et que ça leur suffise jusqu'à la fin du manga, ça serait très décevant, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, ok, leur technique, elle est au point, elle fonctionne durant les matchs, mais on la voit une fois, on la voit deux fois, et au bout d'un moment, bah, ça ne suffit plus à gagner les matchs. Du coup, ils doivent se perfectionner chacun de leur côté pour ensuite être meilleurs ensemble. Donc ça c'est intéressant, c'est que finalement on se rend compte que les personnages ne sont pas encore au maximum de leur capacité. En même temps on est qu'au tome 10 sur 17 toujours en cours, donc s'ils étaient au max du max des tomes 10, bah, il n'y aurait plus d'intérêt à suivre la série. Donc shoujo, n'importe quoi, shonen sport avec pas mal d'humour, des personnages vraiment... Voilà, on voit que chaque tome se concentre plus ou moins sur un personnage, que l'auteur ne se contente pas de développer deux personnages principaux et plein de petits personnages secondaires insignifiants autour d'eux. Donc ça c'est vraiment très bien, que vous aimez encore une fois ou pas, que vous aimez ou pas le sport, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Je pense que c'est fait, voilà, comme Kuroko Basket, c'est des titres qui sont faits pour plaire, qu'on aime ou pas le sport. Finalement on s'y fait. Moi personnellement je n'apprécie pas spécialement le volley, je vais pas regarder des matchs à la télé ou aller voir des matchs en vrai, mais voilà, dans ce genre de shonen ça passe parce que l'auteur arrive à rendre ça dynamique. J'essaie de vous chercher une image durant un des matchs. Donc en fait, voilà, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais l'auteur arrive bien à retranscrire cette idée de mouvement,
Ce qui fait que voilà, les matchs sont très prenants, on est à fond dans l'histoire, puis en même temps il y a ce côté humour assez présent. Donc c'est un très bon shonen que je continuerai de suivre avec plaisir et que je vous recommande si vous hésitez à commencer la série. Sachez qu'il y a un anime, je ne sais pas si l'anime est terminé, ni combien il y a d'épisodes, mais bref, au cas où, il y a un anime. Dans un tout autre registre, je continue avec le tome 4 de Noragami de Adachi Toka, publié chez édition Pika. Donc là encore, série en cours avec déjà 13 tomes de parus, le tome 5 est prévu pour le 19 août. Donc Noragami, c'est le dernier titre que j'ai lu, voilà, quand j'ai décidé de lire ces 6 tomes, c'est le dernier que j'ai lu parce que c'était celui qui me donnait le moins envie finalement. Donc là, je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique. Voilà, les couvertures de Noragami, c'est des couvertures, le tome 3, je vous l'avais montré, il est de couleur rouge, principalement rouge, et là, bon, là on a le tome 4 qui est jaune. C'est vraiment des tomes à côté desquels on ne peut pas passer quand voilà, on passe dans le rayon manga. Obligé, c'est des tomes qui vont vous sauter aux yeux. Mais ce que je trouve super intéressant aussi, c'est la composition, voilà, très, on peut penser très fouillis, très fourre-tout en plein milieu, mais finalement je trouve ça assez graphique et assez joli. Mais pourquoi donc j'avais pas spécialement hyper envie de me lire ce tome 4? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une série que j'apprécie, mais si je n'ai pas la suite immédiatement, ça va pas me manquer. Voilà, il y a des séries où dès que ça se termine, on a envie de bouffer le tome d'après et on est un peu juste trop dégoûté d'attendre 3 mois pour lire la suite. Mais là, je dois bien avouer que je me rappelais même plus comment se terminait le tome 3. J'ai dû... D'ailleurs, en fait, au début du tome, il n'y avait même pas, vous savez, précédemment, dans Noragami. Voilà, déjà, il n'y avait pas ça, ça m'a un petit peu énervé. Je me suis dit, bon, je reprends le tome 3, je relis en parallèle pour voir en gros ce qui se passait. Mais bref, peu importe, ça ne m'a pas empêché de comprendre ce qui se passait dans le tome 4 et j'ai finalement bien apprécié ce tome 4. Donc ce tome 4 va beaucoup se concentrer sur le personnage de Bishamon, qui est en gros la méchante, mais c'est pas vraiment la méchante de l'histoire, que l'on voit sur le tome 2. Donc si vous avez l'occasion de regarder le tome 2, c'est celle qu'on voit sur le tome 2. Je vous cherche une image où on la voit, qui est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, qui est le personnage qui semble très froid, très cruel, sans pitié, tout ce que vous voulez, qui en veut à notre personnage principal qui n'est autre que Yato. Mais voilà, on comprend un petit peu ses raisons, même si ça reste encore un tout petit peu flou. C'est un personnage qui est méchant mais qui endure beaucoup de souffrances, qui finalement est assez humain, même si voilà, elle semble être assez, voilà, on dirait que c'est la méchante cruelle sans pitié, qui ne ressent aucune douleur alors que c'est tout le contraire. Donc finalement, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'impression que tous les tomes que je vous présente là, chaque tome se concentre sur un personnage de la série. Donc c'est complètement ça. Mais c'est vraiment un tome 4 de Noragami que j'ai beaucoup apprécié. C'est une série que j'aime bien, que je n'arrêterai pas pour l'instant du moins. Mais voilà, c'est pas non plus le gros coup de cœur. Si vous aimez les shonen avec des yokai, avec là encore beaucoup de personnages, mais en même temps avec une histoire qui est assez prenante, voilà, on ne s'ennuie pas en fait dans les tomes. Il se passe pas énormément de choses, mais l'auteur quand même arrive à nous construire un truc assez intéressant, donc c'est un shonen que je vous recommande si vous hésitez à le commencer. Ensuite, dernier shonen de cette vidéo, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du tome 5 de Red Ice Swords Akamega Kill de Takahiro et Tetsuya Tashiro, publié chez les éditions Kurokawa. Série toujours en cours là encore, avec déjà 12 tomes de parus. Le tome 6 est prévu pour le 10 septembre et le tome 7 pour le 10 décembre. Donc je crois que parmi tout ce que je vous présente là, c'est le tome à propos duquel on m'a le plus questionné, qu'est-ce que j'en avais pensé. Et finalement c'est pas celui que j'ai lu le plus rapidement, moi je ne sais même plus, je crois que j'ai dû commencer par celui que je vais vous présenter juste après en fait, aucun rapport. Donc celui-ci j'ai mis un petit peu de temps à me replonger dedans parce que Red Ice Sword c'est un titre que j'apprécie beaucoup. Mais là encore il y a beaucoup de personnages et parfois voilà, c'est assez facile entre guillemets de perdre le rythme et de perdre le fil de l'histoire si on ne suit pas la série de manière continue. Bref, donc je me suis replongée, ce que j'ai beaucoup apprécié déjà dans ce tome 5, c'est qu'il commence directement avec la fin du tome 4. Donc je sais que ça paraît complètement évident de vous dire ça, bah attends c'est logique, il y a une continuité entre tous les tomes, certes. Mais des fois vous terminez un tome d'une série, et le début du tome d'après, on ne reprend pas du tout là où on s'en est arrêté, on prend sur une autre scène. C'est ce qui arrive complètement par exemple dans les mangas tranches de vie. Là, on s'arrêtait sur une scène dans le tome 4 où on était en suspense de se dire « Ah, là, ça va complètement chauffer pour le Night Raid » et on recommence sur cette... On reprend les mêmes personnages là où on les a laissés. Et ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, dans les mangas, quand on reprend directement là où on nous a laissé dans le tome précédent, c'est beaucoup mieux pour suivre l'histoire. Voilà, c'était le petit wouh du jour.
Donc dans ce tome-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'arrivée de 2 nouveaux personnages qui vont rejoindre le Night Raid. Donc bien évidemment, quand il y a des nouveaux personnages, il y a des personnages qui vont du coup disparaître. Donc je n'en dis pas plus, je ne dis pas de qui il s'agit, si ce sont des gentils ou des méchants. Mais bon, il y a pas mal de combats dans ce tome. Red Iceworld, c'est une série bon, qui, là encore, ça révolutionne pas le shonen, même si niveau combat, c'est juste super génial, on a des personnages franchement badass. Ça révolutionne pas le genre, c'est assez violent tout de même, c'est quand même du shonen qui serait presque à classer seinen, je trouve. Mais si je ne dis pas de bêtises, il s'agit bien d'un shonen. Il me semble dans une vidéo, je me suis trompée, je l'avais classifié, je ne sais même pas, je ne sais plus parler ce soir, mais classifié, il me semble que ça se dit. Bref, j'avais dit qu'il s'agissait d'un seinen alors qu'il s'agissait d'un shonen. Donc j'espère bien ne pas me tromper qu'il s'agit d'un shonen. Je vérifie ma fiche, j'ai noté shonen. Voilà. Donc un tome que j'ai beaucoup apprécié, une série que j'aime bien, voilà, ça mélange de l'action assez sombre avec des combats tout de même assez sanglants, des personnages vraiment très intéressants, mais il y a toujours des petites touches d'humour de ci de là qui sont pas mal du tout. Donc je vous montre quand même, ouais, allez, je vous montre la page couleur au début du tome, qui est légèrement, on va dire, spoilante, mais bon, en même temps, on s'en rend pas trop compte. Et une autre petite image pour vous montrer le chara design, parce que vraiment le chara design est top dans ce manga. Donc voilà, un très bon tome de Red Iceworld, une série qui là encore ne me déçoit pas jusque là. Les couvertures sont vraiment géniales, encore une fois, voilà, chaque tome a une couleur dominante. Le tome 4, si je ne dis pas de bêtises, était bleu. Oui, bah justement avec l'un de mes personnages chouchous. Et ce tome 5 est orange. Donc voilà, là encore, cette idée de distinction des tomes par les couleurs, comme on avait Bloodled également, je trouve ça super bien. Donc voilà, une très bonne série que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Là encore, il y a un anime. Il y a même une série Akamega Kill 0, si je ne dis pas de bêtises, qui a déjà commencé au Japon, qu'on aura très probablement en France. Et je pense que je me jetterai dessus quand elle apparaîtra enfin en France. Pour conclure, je vous parle du seul seinen de cette vidéo. Il s'agit du tome 3 de Area 51 de Masato Issa, publié chez édition Casterman. Série, là encore, toujours en cours, avec déjà 10 tomes de parus. Le tome 4 est prévu pour le 26 août et le tome 5 pour le 21 octobre. Donc pour rappel, Area 51, c'est du même mangaka qui a fait Jabberwocky. Jabberwocky, je sais, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. J'ai pris pas mal de retard dans ma lecture des tomes. Et je vous en reparlerai peut-être ce mois-ci, peut-être un peu plus tard, peut-être quand la série sera terminée. Si je dis pas de bêtises, elle se termine en 7 tomes. Au contraire d'Area 51 qui a l'air de durer sur la longueur. Donc tout ça pour vous dire que finalement j'accroche beaucoup plus à Area 51 qu'à Jabberwocky. Alors niveau chara design, là encore, c'est vraiment le truc rédhibitoire. Soit on adore et on se plonge avec plaisir dans les deux séries, soit ça passe pas du tout. C'est vraiment, comme je le disais, le chara design à la Sin City. Soit on apprécie, soit on n'adhère pas, on n'arrive pas à lire le dessin de l'auteur, et du coup on passe son chemin parce qu'on n'essaie même pas de voir de quoi ça parle, tellement le dessin bloque. Donc moi le dessin ne bloque pas du tout, mais là encore je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'apprécie plus le travail de l'auteur dans cette série là que dans son autre série. C'est le même dessin, c'est absolument le même dessin. Je préfère les couvertures, le travail d'édition en fait que fait Casterman par rapport à ce que fait Glénat. Alors je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être niveau que voilà, là les couvertures ça ne se verra pas. Mais en fait on a des couvertures qui sont un peu comme du carton. Moi, ça vend pas du rêve d'ouvrir, ça ressemble à du carton. Mais voilà, c'est une couverture qui est mate et qui est un petit peu effet carton. Alors que les tomes de Jabberwocky sont avec des couvertures, je veux dire, classiques, plastique lambda. Enfin, voilà, du papier plastifié, brillant, je dirais. Et déjà, c'est le truc que je préfère avec Areadi. N'importe quoi. Area 51, ça n'a strictement aucun rapport. Mais voilà, bon, ça après, ça dépend peut-être même pas de la maison d'édition, je ne sais pas, ça se trouve, ils sont déjà comme ça au Japon, bref. Donc je vous parle à présent de ce tome d'Area 51, donc de ce tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu du mal à le lire parce qu'en fait, je ne savais plus où je m'en étais arrêtée là encore, et du coup j'ai ramé à me replonger dans l'histoire. Parce que là encore, comme Jabberwocky, c'est assez particulier, c'est un univers fantastique à chaque fois et avec des personnages assez extraordinaires. Et il faut quand même s'accrocher parce que même si ça a l'air de rien, surtout quand on voit les deux premiers tomes d'Area 51, il me semble que je vous avais dit que ça semble être des petits bouts un petit peu décousus. Et finalement, il y a un fil conducteur au milieu, c'est notre héroïne qui est McCoy.
Et cette héroïne, elle a une histoire, elle a un passé douloureux. J'ai l'impression que tous les gens qui ont un passé douloureux. Il n'y a personne qui a une enfance ou un passé normal, heureux, happy. Non, ça n'existe pas. Dans les mangas du moins, ça n'existe pas. Donc elle a un passé vraiment pas évident, elle vit avec quelque chose de très particulier et elle a un but ultime. Voilà, elle a beau être détective, elle vient en aide à des créatures, à des humains, tout ça pour se faire du pognon, mais pas que. Voilà, il y a quelque chose de plus derrière qui donne envie justement de voir comment ce personnage va évoluer, de voir si elle va ou pas atteindre son but. Et dans sa quête, donc de son but, ça fait beaucoup de fois le mot but dans cette vidéo, je sais. Dans sa quête pour atteindre son but, elle va rencontrer pas mal de personnages. Donc Area 51, pour rappel, c'est une zone dans laquelle il y a soit les humains dont la société ne veut plus pour X raisons, soit parce que bon, McCoy, il faut savoir que c'est une humaine, donc on la voit d'ailleurs sur la couverture, très belle couverture, soit dit en passant. Et il va y avoir également tous les personnages de folklore, pas seulement japonais, qui vont se retrouver dans cette zone et qui vont être qui vont se battre entre eux, qui vont vivre leur petite vie. Et entre autres, dans ce tome-là, on va voir le Père Noël. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on voyait, genre le Yeti ou compagnie, on va voir le Père Noël. Bon, bien sûr, c'est pas le Père Noël qui va dans la cheminée, c'est pas le personnage tout gentil, tout rondouillé et tout, non, il y a un petit peu plus que ça, parce que tous les personnages qu'on va voir sont complètement badass, sont le plus souvent assez méchants, et donc voilà. Faut apprécier vraiment d'avoir des mangas fantastiques avec un chara-design très particulier, vraiment propre à l'auteur, mais je vous montre, là vous avez page couleur au début, assez sympa, je ne l'avais pas montré, mais on dirait pas, vu comme ça, vu le graphisme, tout ça, on dirait presque que c'est du tout public. C'est même pas spécifié d'ailleurs, non, il n'y a même pas de public averti ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que c'est quand même un tout petit peu violent, donc c'est pas un titre que je recommande aux plus jeunes, donc je vous cherche une scène pour vous montrer qu'est-ce que j'appelle entre guillemets violent. C'est une scène du début qui personnellement moi m'a choqué, donc peut-être là vous verrez pas très bien, mais c'est tout de même assez hardcore. Voilà, c'est pas un gros spoil parce que c'est pas un truc important pour l'histoire, je vous le dis, mais ouais, il y a ce genre d'image assez choquante tout de même. Et voilà, rien que pour ça, je dirais que c'était pas un tome, enfin une série à mettre entre toutes les mains. Jabberwocky aussi, c'est tout de même assez sanglant, puis même si on parle d'un film comme Sin City, chara-design, image assez particulière, BD assez particulière à la base, mais c'est également assez hardcore. Voilà, c'est clairement pas le genre de film qu'on va voir avec des gosses assez jeunes. Donc, très bonne série. Très particulière, là je sais que je pourrais pas vous convaincre de vous plonger dedans si le dessin vous rebute complètement, mais sachez que l'histoire vaut le coup d'œil. Ainsi s'achève ce dernier update lecture du mois de juin, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certaines de ces séries, s'il y en a finalement qui vous intéressent, ou peut-être que vous avez un avis totalement différent du mien à leur sujet, ne vous inquiétez pas, j'arrive très vite avec les nouveautés du mois de juillet, avec les suites de séries qui sont sorties au mois de juillet, je vous prépare ça, j'espère faire un maximum durant ce mois d'août. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!